Pour moi, la femme d'exception, c'est Madame Simone Veil. Pour moi, c'est Simone Veil. Cette dame, je l'adore. C'est une femme exceptionnelle. C'est la femme qui s'est battue pour nos droits. À l'époque où elle a fait passer sa loi sur l'avortement, c'était très en avance. Je dirais Grace Kelly, Michelle Obama. Michelle Obama. Je dirais Michelle Obama. Parce qu'elle a accompli beaucoup de choses. C'est la première femme à se préoccuper des gens obèses. C'est Marilyn Monroe. Angelina Jolie. Parce que c'était une femme, elle faisait plein de choses. Elle m'attire par sa beauté, bien sûr, mais aussi parce à chaque fois, elle est en action humanitaire dans un pays étranger. Je dirais Mère Teresa, pour toutes les choses qu'elle a accomplies pour les plus démunis. Et d'une manière générale, en 50 ans, je trouve que la société a bien évolué et il y a beaucoup de femmes d'exception qui ont fait même plus de choses que les hommes. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont toutes des femmes extraordinaires, championnes, aventurières ou artistes dans des mondes entièrement masculins. Elles se sont battues pour réaliser leurs rêves. Saurez-vous deviner qui se cache derrière ces destinées incroyables? Pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir une femme qui ne mâche pas ses mots et qui aujourd'hui est à la télé. Elle a fait beaucoup de politique. Je vous propose d'accueillir Roselyne Bachelot. Bonjour Evelyne. Bonjour Roselyne. Roselyne, toujours en rose comme à la bonne époque. Roselyne Bachelot, je suis ravie de vous recevoir à nouveau parce que vous étiez venue il y a 15 ans exactement sur C'est mon choix. Ça ne me rajeunit pas. Et vous disiez à l'époque, mon Dieu, les hommes ont peur de nous. Est-ce que 17 ans après, ils ont encore aussi peur de nous? Encore plus. Encore plus. Alors, on a vraiment pris notre envol. Donc, avant, ils avaient peur, mais ils n'y croyaient pas trop. Maintenant, ils ont peur et ils ont toutes les raisons d'y croire. Alors, vous avez été 3 fois ministre de l'écologie, ministre de la santé et des sports, ministre de la solidarité. Vous avez arrêté la politique en mai 2012 et vous écrivez dans ce livre qui sort chez Flammarion, Bien dans mon âge, qui est très drôle. Vous écrivez en fait, quand j'ai quitté mon dernier conseil de ministre et que j'ai dit que je partais faire de la télévision, tout le monde s'est fichu de moi. Voilà. C'était fichu de moi, enfin, a émis un scepticisme. Mes ennemis se sont moqués, mes amis craignaient tout ce qui pouvait m'arriver. Puis maintenant, ils sont bien obligés de reconnaître le succès. Mes adversaires en sont pour leur courte déception. Et puis mes amis se disent, finalement, elle a eu raison. Voilà, on vous a vu en animatrice sur Direct 8 avec Laurence Ferrari au dépôt notamment. Puis maintenant, c'est RMC 100% Bachelot. 100% Bachelot. Quel est le milieu le plus macho? Le milieu de la politique ou le milieu de la télévision ou des médias? C'est pas le même type de machisme, mais quand même le milieu de la politique l'emporte sur le machisme. C'est un lieu de pouvoir lourd. Il y a beaucoup de machisme aussi dans les médias, sur les postes de direction, les postes de pouvoir. On en sait quelque chose. Alors, ce qui est bien, c'est que dans votre livre, on va en reparler tout au long de l'émission, les hommes politiques qui vous ont vu après ont finalement commencé à être un peu convaincus parce que être un homme politique, c'est fatigant. Et vous dites un truc très rigolo. Aujourd'hui, je prends du plaisir et ça, c'est bien. Alors, on va prendre du plaisir ensemble, Roselyne Bachelot. Alors, devant vous, il y a 7 panneaux, 7 fauteuils, à côté desquels se trouvent donc des pancartes qui indiquent le métier ou la particularité de nos invités au parcours exceptionnel. Alors, nos invités vont se présenter une à une devant vous. Vous devrez, en fonction de votre intuition, les placer sur le fauteuil et le panneau qui correspond, selon vous, au métier traditionnellement dévolu aux hommes qu'elles occupent aujourd'hui. Je vous demande si vous connaissez je pense que vous allez connaître quelques-unes de nos invités. De ne rien dire, et là, on fera jouer le public à ce moment-là, et c'est vous qui leur donnerez des indices. Et avant de lire ces panneaux, je signale bien sûr que les hommes peuvent continuer à nous regarder sur Chéri25, hashtag femme aujourd'hui, hein, ça c'est sûr, ou hashtag Roselyne, comme vous voulez. Mais vous l'avez vu derrière moi et je les salue, il n'y a qu'un public composé que de femmes aujourd'hui. Alors, Roselyne, à 15 ans, j'ai pris mon envol. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, une femme parachutiste. On verra. J'ai atteint le sommet de mon art. Une femme alpiniste. Ah.
Je mène les hommes à la baguette. Alors ça vous évoque quoi? Une femme chef d'orchestre? Oui. Vous menez les hommes à la baguette, vous? Non. Non. Comme ça, c'est dit. J'ai la recette du bonheur, vous l'avez? Je sais pas, une femme cuisinière. Bien joué. Je suis comme un poisson dans l'eau. Une femme nageuse. Avec moi, les femmes gardent le sourire. Une femme esthéticienne. Super, esthéticienne, pourtant, c'est un métier de femme. Hein. Alors, je vais vous proposer maintenant d'accueillir notre première invitée. À vous de la placer sous son bon panneau, Roselyne. Je vous propose d'accueillir Domitil. Alors, est-ce que vous connaissez Domitil, Roselyne? Non, non, je ne connais pas Domitil. Alors, donnez-nous un indice. Comment réagissent les gens quand ils découvrent votre parcours? Ils sont très surpris. Bon. Oui, alors avec ça, on va pas aller très loin. Oui, mais si on vous mâche tout le boulot, Roselyne, ça ne le fait pas non. Alors, j'ai le droit de vous poser des questions? Non. Ah, On donne un indice? Je passe effectivement un peu de temps dans les airs. bah alors à 15 ans, j'ai pris mon envol. Ça a un rapport avec le parachute, avec le parapente, avec... Je ne sais pas si je peux être aussi spécifique. Allez, allez-y au feeling, Roselyne. De toute façon, tout à l'heure, vous pouvez faire des changements. Bon, bah à 15 ans, j'ai pris mon envol. Allez, Domitil, allez dans le restaurant. On va continuer, si vous nous rejoignez sur Chérie 25, vous le savez. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici, Roselyne? C'est important parce que quand je regarde les fils rouges de mes combats dans la vie, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui est constant. J'ai été élevée par une mère qui était militante féministe et ce combat, c'est quelque chose d'extrêmement structurant. Et voilà, être fêté le 8 mars et que tous les 365 ou 366 jours de l'année soient consacrés à cette égalité, à la lutte contre les discriminations, c'est quelque chose. Jours, la journée de la femme. Et oui, c'est quelque chose d'important. Oui, exactement. Malheureusement. Et je rappelle qu'au passage, si vous ne le saviez pas, les femmes ont eu le droit de travailler toutes seules, sans l'autorisation de leur mari, seulement en 1965. Donc on voit qu'on a fait des progrès très rapides et que ça déboussole certainement nos hommes. On va poursuivre avec notre prochaine invitée. Il s'agit d'Anita. Anita, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous la connaissez, Roselyne? Je crois que je la connais. Vous la connaissez. Alors, pour l'instant, ne dites rien. Je vais rien. demander au public, d'après vous, quel est le métier d'Anita? Garde le sourire. Pourquoi? Parce qu'elle a le sourire. Bon, écoutez, vous faites le métier du sourire pour une femme. Voilà. Allez donc vous installer sous le panneau qui vous correspond. Roselyne, ne dites rien, vous pourrez faire les changements dans quelques instants. Nous allons à présent accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Zaya. Zaya, bonjour. Bonjour. Roselyne, vous la connaissez? Oh, je la connais absolument. Bon, Absolument. on va pas faire jouer Roselyne aujourd'hui. Absolument aucun problème. Roselyne, donnez un indice au public. Un indice au public, je pourrais dire qu'elle connaît la musique. Bon, alors, vous la mettez. Je fais marcher les uns la baguette. Zaya, allez, ce soir, on verra si effectivement Roselyne a donné un bon indice. Autre femme exceptionnelle, autre invitée, je vous propose d'accueillir Julie. Julie, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Roselyne, est-ce que vous la connaissez? Je crois, mais... Alors, on va jouer un peu. Si vous croyez, vous êtes sûr ou vous croyez pas? Allez-y. Elle va nous donner un indice d'abord. Alors, Julie, donnez-nous un indice. Les femmes me remercient. Ah. D'après... J'entends esthéticienne. C'est vrai que Roselyne, vous aviez une esthéticienne dans votre panel tout à l'heure. Oui, enfin, oui. Voilà. Alors, vous choisissez quoi? J'ai la recette du bonheur, j'ai atteint le sommet de mon art. Elle fait du... Avec moi, les femmes gardent le sourire, j'aurais choisi. Oui, mais c'est pris. Vous changerez Ah bah alors après. je dis rien. Alors, alors, non, bah alors je vais la mettre à je suis comme un poisson dans l'eau. Très bien. Allez faire le poisson dans le bocal. Vous ferez les changements dans quelques instants. Accueillons maintenant Fanny.
Fanny, bonjour. Bonjour, bonjour. Aussi, je vous la pose la question. Vous la connaissez ou pas, Fanny? Non. Ah, bon, ça va. On peut jouer alors. Fanny, donnez-nous un indice sur le métier particulier, un métier d'homme que vous faites. Les gens sont surpris, ils ne s'y attendent pas. Bon, oui, mais alors on est tous là. Ça, c'est pas du boulot, ça. Mais si on vous met sur la voie, c'est un indice déjà précis quand même. C'est un métier manuel? Oui, c'est un métier manuel. Bon non, j'ai la recette du bonheur. C'est un métier manuel, c'est peut-être la cuisine, justement. Ah. Up to you. Bon, je la mettrai à j'ai la recette du bonheur. Bon, allez donc à la cuisine ou pas, c'est assez tendancieux cette remarque. Hein. Les femmes au fourneau, mais quelles? Voilà. Nous verrons bien. Accueillons à présent notre dernière invitée qui, elle, a visiblement atteint le sommet de son art, puisqu'il ne vous reste qu'une possibilité, mais vous allez faire des changements dans quelques instants, Roselyne. Accueillons Christine. Christine, bonjour. Est-ce que vous la connaissez? Ah bah oui, je la connais absolument, oui. Elle connaît tout le monde. Ah oui, non, il n'y a aucun problème. Bon. Et elle est à la bonne place, là où elle est. Elle est à la bonne place, elle a atteint le sommet de son art. Alors, allez donc grimper au sommet du plateau. Roselyne, vous avez donc placé, avec l'aide du public, parce que vous connaissez beaucoup de nos invités, parce que ce sont des femmes exceptionnelles, évidemment. Ah, je oui, rappelle oui, que c'est la journée internationale des droits des femmes. Vous avez donc placé quelques-unes de nos invités. Elles sont 2, 4, 6. Pourquoi j'ai dit 7 au début d'ailleurs? C'était marqué 7. C'est parce que c'est moi la 7e femme exceptionnelle. Je l'adore. Elle était formidable il y a 15 ans, c'est mon choix. Et 15 ans plus tard, elle est encore plus formidable, Roselyne. Roselyne, j'ai l'immense privilège de vous annoncer que vous avez la moyenne. Oh là! Voire un peu plus. Bon, Puisque j'ai vous au avez moins 4 bonnes réponses. Roselyne, faites donc les changements maintenant. Moi, j'intervertirais les deux, là. Anita, Alors, Anita, vous la mettriez où? je suis comme un poisson dans l'eau. Alors, vous changeriez avec Julie. Et puis, je mettrais Julie avec moi, les femmes gardent le sourire. Et ça vous irait comme ça? Oui, ça m'irait comme ça. Alors, en fait, on va déplacer le panneau, si l'assistant réalisateur... Sinon, je le fais. Hein. Il faut savoir tout faire ici. Hein. J'y vais si tu veux, chouchou. Bonjour, chouchou. Mais pas mal, hein? Oh, je le connais. Ah ouais, mais c'est terrible, elle connaît tout le monde. Mais c'est vrai qu'elle fait de la télé. Et voilà, exactement. Alors, ma chère Roselyne, vous avez placé tout le monde et je crois qu'effectivement, maintenant, vous avez toutes les bonnes réponses. On va commencer par Domitille. Domitille, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez Domitille Quigé, j'ai bien prononcé. Vous avez 32 ans, vous habitez Paris. Vous avez donc pris votre envol à 15 ans, c'est-à-dire quel est le métier que vous exercez? Alors, je suis effectivement parachutiste et j'ai fait mon premier saut à 15 ans. À 15 ans. C'est un métier ou une vocation ou une passion d'être parachutiste? Évidemment, tout ça à la fois. Au début, ce n'était pas du tout un métier, c'était simplement une passion, un sport, une activité. Et rapidement, ça a été une communauté, une famille. Et puis, par le biais de la compétition, c'est devenu mon métier. Et maintenant, alors, une famille, ok, mais une famille essentiellement masculine, je pense. Oui, beaucoup de garçons, beaucoup de frangins. Plus de frangins que de frangines, c'est sûr. Ah, c'est des frangins chez vous. Et quand vous avez sauté la première fois, vous avez eu peur ou c'était un moment d'excitation extraordinaire? Les deux. Là, on voit la vidéo. Là, vous nous la commentez? Oui, alors ça, c'est des images du championnat du monde à Dubaï que j'ai remporté avec mon équipe. Deux autres garçons. Donc voilà, la discipline que moi je pratiquais en compétition, ça s'appelle le free fly. C'est donc une discipline artistique où on vole, on ne se contente pas à la position à plat. Comme vous pouvez le voir sur les images, on est tête en bas, tête en haut, dans des angles. On évolue en 3 dimensions les uns autour des autres. C'est pas pour moi, ça. Non. Vous savez, Roselyne, vous avez eu plusieurs vies et vous en aurez plein d'autres. Oui, c'est ça, mais je pense que le parachute, là, il faut que faire une croix. On se revoit dans 20 ans, on Voilà, verra. c'est ça. On ira peut-être sauter On peut toutes les discuter deux. après Voilà, l'émission c'est ça. si vous voulez. Alors, vous êtes championne de France, championne d'Europe, championne de free fly en 2012. Hein. Ouais, le free fly, c'est la discipline. C'est la discipline. Free fly, connaissiez? Non, mais
Je suis ouverte à toutes les connaissances. Vous aurez appris un truc aujourd'hui. Oui, c'est bon, ça, freestyle, c'est super. voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous sautez comme ça, dans un univers complètement dévolu aux hommes finalement, et tout d'un coup, vous y allez comme un homme? La question du genre s'est jamais vraiment posée pour moi. J'ai aimé ça, j'ai voulu le faire. Personne n'a vraiment mis de bâton dans les roues. Mais qu'est-ce que vous ressentez là quand vous êtes là? Parce que, alors là, quand je suis là, je suis très très concentrée parce que c'est la plus grosse compétition de ma vie, donc je fais attention à ce que je suis en train de faire. Mais sauter d'un avion, c'est du stress de performance, c'est pas de la peur de sauter. La peur de sauter, elle est au départ, quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Toujours, vous avez peur? Ouais, non, j'ai plus peur maintenant. Pour moi, maintenant, sauter de l'avion, c'est comme un plongeur qui va sauter dans de l'eau. Je rentre dans un élément. Alors, Roselyne, vous demandez votre premier saut en parachute. Vous avez eu la trouille? Oui, j'avais les chocottes le premier saut. Ouais. C'est un sport d'égalité. Il n'y a pas. Vous savez, souvent, les femmes sont en arrière-plan. Elles font des choses que ne font pas les hommes. Là, vous faites les mêmes figures. Ouais, là, on fait les mêmes choses. Totale parité. À totale parité, oui. Alors, pourquoi il n'y a pas d'équipe de femmes? Je pense qu'il y a moins de femmes qui se dirigent vers la compétition parce que peut-être ça les intéresse moins, parce qu'elles prennent le vol plus comme un loisir que comme une question de performance. C'est quand même c'est très chronophage. Moi, j'ai passé, ça fait à peu près 10 ans que je suis vraiment très à fond là-dedans. Ça demande de s'y investir corps et âme. Ça laisse pas beaucoup de temps pour le reste. Ça laisse pas beaucoup de temps pour avoir une famille, par exemple. Donc, je pense que c'est une des raisons. Alors, c'est quand même particulièrement risqué et vous êtes la première à le savoir. Oui, j'ai perdu mon compagnon cet été. Ouais. Pas en parachutisme, mais il faisait du base jump. Et malgré tout, malgré ce drame, le risque est là et vous y retournez. Malheureusement, effectivement, la mort, c'est quelque chose qui fait partie de notre univers. En 15 ans, 16 ans de pratique, j'ai perdu plus de copains que les gens de mon âge normalement en perdent. C'est le côté noir. Ça permet de vivre très intensément le reste. C'est pas du tout quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose avec lequel on fait. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il y a un peu moins de femmes qui sont prêtes à vivre dans cet univers-là. Oui, parce qu'on dit, les femmes, si elles prennent des risques, elles ne feront pas d'enfants, etc. C'est un peu les poncifs aussi. Après, c'est vrai que moi, personnellement, dans ma pratique, je prends clairement beaucoup moins de risques que certains de mes amis masculins. On salue votre courage, en tout cas, et votre ténacité. C'est bien de continuer. On va passer à Christine. Christine Janin, bonjour. Bonjour. Qui ne connaît pas Christine Janin? Vous avez 59 ans. C'est parce que je suis plus vieille aussi. Ah non, ne vous dévalorisez pas, je vous en prie. Attendez, les quinquas ont le pouvoir en ce moment. Et c'est que ça aussi, je ne vous dis pas. Vous êtes médecin, alpiniste, vous habitez Chamonix et en Haute-Savoie. Vous avez donc atteint le sommet de votre art car vous avez réalisé un exploit incroyable. Vous êtes la première Française à avoir gravi le sommet de l'Everest, 8848 mètres. C'est en 1990. Ça, ce sont les images de votre exploit? Oui, je crois que j'ai jamais voulu, en fait, au départ, aller à l'Everest. J'étais une passionnée. Je faisais beaucoup de sport et tout. Et un jour, on m'a proposé de partir comme médecin d'une expédition. C'était en 81, j'avais 24 ans. J'avais pas fait le Mont Blanc, j'avais pas fait beaucoup de médecine, mais j'ai dit oui. Je crois que la vie, c'est un peu ça, c'est oser, c'est des rencontres, c'est suivre un peu son intuition. Et je suis partie là-bas, mais en me disant, voilà, je vais y aller. C'était au Pakistan en plus, c'était pas si simple. Là, sur ces images, vous êtes où et là, c'est vraiment au sommet de l'Everest, donc c'est 10 ans après mon premier 8000 mètres. Donc ça fait 8848 mètres? Voilà, donc là, c'est après l'Everest, j'ai fait le plus haut sommet de chacun des continents. Donc là, j'étais au McKinley, maintenant... voilà, il y a un petit mélange, McKinley. Parce que vous avez gravi après les 7 plus hauts sommets. Le plus haut sommet de chacun des continents. Voilà, c'est un... Comme vous... Je crois que tout ça, c'est un enchaînement. Au début, j'étais une passionnée, j'avais envie de montagne et tout, je faisais beaucoup de sport. On m'a proposé de partir comme médecin d'une expédition, donc la médecine m'a vraiment tout permis. J'ai jamais voulu vraiment aller au sommet de l'Everest, et un jour, on me l'a proposé toujours pareil comme médecin d'expédition. Alors j'ai échoué la première fois, c'était côté chinois, et j'ai réussi l'année d'après. Donc j'aime bien, c'est aussi montrer que quand on échoue, on peut recommencer. Et là, donc je suis sur les derniers mètres, c'est le retour, ça. Là, vous êtes au sommet de l'Everest. Voilà, là c'est à 8005, on n'est vraiment pas très loin. Et c'est là que ça se joue. Quand on est là? Là, vous savez, on est comme hypnotisé. On avance, on fait 5 pas, on avance. J'étais partie de 7000 mètres, donc je suis à 8005. On respire à cette altitude? Il faut savoir qu'il y a 10% même pas d'oxygène. J'avais une petite bouteille d'oxygène quand même. Et là, je faisais 5 pas, je m'arrêtais. Et là, je ne suis pas complètement épuisée, mais je suis asphyxiée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas respirer. Le corps, il se protège par rapport au manque d'oxygène. Donc,
Voilà, on est obligé de faire des pauses tout le temps. Là, à ce temps de pause précisément, est-ce que vous vous dites, je respire mal, mais il est tout prêt. Est-ce que vous pensez plus, vous êtes vraiment dans un chemin vers le sommet et vous gérez vous êtes dans l'instant présent. Aucune peur. On n'a pas le temps d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, sinon il ne faut pas y aller. Mais vous aviez, là, même si vous pensez plus, vous avez un ressenti. On est vraiment centré. Totalement concentré. On est comme en méditation, en fait. C'est de la méditation. Vous êtes vraiment dans l'instant présent. Vous gérez votre corps, votre souffle, votre tête, votre cœur. Et vous êtes porté dans un mouvement comme hypnotisé vers le sommet. Vous gérez, vous savez, vous n'avez plus beaucoup d'oxygène, donc vous savez plus très bien. Mais en même temps, voilà, c'est pas suicidaire. Il y a une part de risque, bien évidemment. Il y a eu le moment où je me suis dit, est-ce que je continue, je m'engage, je sais que je prends un risque, ou est-ce que je fais demi-tour? Et je crois qu'il y a un moment, on n'a pas le choix. C'est mon choix, mais il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est plus fort que nous, puis on est là pour ça. Et je crois que c'est comme ça qu'on gagne, c'est un moment où on ose y aller. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on est tout là-haut, quand on est la première femme à avoir réussi cet exploit? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est là-haut? Vous savez, on se dit juste une chose, il faut redescendre. Oui, parce que... Alors, donc j'ai eu un grand moment... C'est exactement ce que j'allais vous poser comme question, mais avant de se dire ça, on ne se dit pas... Je suis la première. J'ai eu vraiment le sentiment de me dire, oh là là, mais je suis complètement folle, il faut une petite dose de folie. Et il était 5h du soir, j'étais avec Pascal Tournaire, donc le photographe de l'expédition. Oui. Et là, vous vous dites, c'est pas gagné, il faut redescendre. Et la descente, souvent, est beaucoup plus dangereuse que la montée, parce qu'on est fatigué, on avait marché depuis 15 heures, on était parti à 3 heures du matin, à 7000 mètres, on avait fait 1848 mètres de dénivelé, et la nuit tombait, et on a fait une grande partie de nuit. Mais c'est là qu'on a gagné. Il fait quelle température à ce niveau-là? Moins 40, moins 50, moins 60. Et là, on se dit pas... Et on est seul, on n'est pas encordé. Non, mais vous... attendez, pardon, je ne l'ai jamais fait, donc évidemment, je pense que la plupart des téléspectateurs... Roselyne non plus. Non. Ça ne vous tente pas pour... J'ai gravi quelques sommets, mais ce n'était pas l'Everest. Je suis resté dans les Pyrénées. Vous allez voir, dans les médias, ça continue les sommets. Quand on est là, on ne peut pas planter une tente. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, mais vous pouvez pas vivre en haute altitude, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc on est obligé de redescendre tout de suite? Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film de l'Everest où c'est une catastrophe, c'est une hécatombe. Il y a vraiment beaucoup d'accidents, souvent à la descente. Souvent à la descente. On n'a pas le droit, là, de la moindre erreur. Vous voyez l'arête, là, il y a 3000 mètres de vide en dessous. Vous n'avez pas le droit, donc c'est concentration maximale. Là, je me suis dit, Jeanne, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu mets un pied devant l'autre. Tu avances, concentration. J'ai pas gagné du tout, j'ai gagné quand je serai à la maison. Alors, on finit par rentrer à la maison, vous venez de le dire, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on pense à réaliser? Oui, je crois que c'est... ma vie a changé à partir de ce moment-là. Dès qu'on fait des choses extraordinaires, c'est qu'il y a un avant et un après Everest. Il y a un avant et un après des choses incroyables de la vie. Et là, tout d'un coup, le regard des gens change. Vous êtes la même. Moi, je suis restée Christine, voilà. Et par rapport aux autres, c'est « Oh là là, mais tu as fait l'Everest et tout. » Et déjà, encore maintenant, alors je leur dis que j'ai un peu vieilli, mais... vous insistez, hein? Mais oui, mais la vie, c'est des choses qui vous... Je n'ai pas choisi, mais je crois que je ne suis pas allée par hasard là-haut. Je crois qu'il y a des choses comme ça dans la vie qui vous emmènent sur un autre chemin. Et c'est cet autre chemin qu'il faut essayer de trouver. Après l'Everest, je suis partie faire le plus haut sommet de chacun des continents. Là, vous en parlez comme si vous aviez pris le bus. Mais bon, quand même, l'Everest, vous arrivez. Votre mari vous a dit quoi? Vos enfants vous ont dit quoi? Alors, j'ai pas d'enfants parce que quand on fait ce genre de choses, il vaut mieux pas avoir d'enfants parce que c'est pas très sympa pour eux. Mais c'est un choix alors? C'est un choix. Là, vraiment, ça a été un choix. Je pense que pour vivre ce genre de vie, il faut être ce que disait Domitil. On ne peut pas être une maman et une alpiniste de... Non, je pense que c'est un choix de vie qui nous engage complètement. C'était ma vie, c'était mon temps. Je rentrais à la maison, limite, je repartais tout de suite après. Donc, j'avais à l'époque un mari, j'ai divorcé depuis, mais qui acceptait ça. Et le pauvre, c'est vrai que c'est pas simple parce que je rentrais et tout de suite, ah tiens, on m'a parlé de ça. Puis bon, mais il était sympa, il me laissait repartir. Quel sens ça a donné à votre vie? Le plus important... ça a été un message, je crois, un message de chemin de vie. J'ai retrouvé mon métier de médecin différemment parce que je suis allée pendant le tour du monde rencontrer des enfants à l'hôpital où je leur ai parlé de la maladie comme un Everest. Et je leur ai montré que ce qu'ils vivaient, c'était par étapes, c'était monté par paliers et qu'arrivé au sommet, il fallait redescendre. Et c'est les aider maintenant, parce que j'ai monté une association qui s'appelle « À chacun son Everest ». Et c'est ce dont je suis le plus fière. C'est pas tellement d'avoir fait l'Everest, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à en reparler et tout, parce que voilà, ça a été un passage. Je crois que la vie vous emmène sur un chemin, vivre des choses, mais
pour le transformer et pouvoir le partager à d'autres. Alors, vous êtes une femme exceptionnelle. Quand on gravit l'Everest, on a certainement besoin, et c'est le cas de beaucoup d'autres de vos confrères, si je puis dire. On a envie d'un autre but. Et l'autre but que vous vous êtes fixé, c'est d'atteindre le pôle Nord. Vous êtes également la première femme au monde à avoir atteint le pôle Nord, sans moyens mécaniques. Michel Traîneau, c'était en 1997. Là, on voit quelques images. Alors là, c'est pareil, c'est tout plat, mais vous êtes toute seule. Hein? J'étais avec un Russe, mais avec lequel je ne pouvais pas parler, parce que je ne parlais pas russe et lui pas français. Là, c'est encore une autre étape, c'est une autre épreuve, c'est plat. C'est 62 jours, entre moins 40 et moins 50. Vous tirez votre poulka, et puis il y a des ours de temps en temps. Et là, c'est vraiment... l'Everest, c'est très fougueux, c'est très engagé, c'est très dangereux. Là, c'est vraiment tous les jours, tous les jours. C'est dans la lenteur, là. Vraiment, et puis dans la tête, dans le mental, tous les jours. Il faut partir à 8 heures, vous vous arrêtez à 16 heures, vous faites des pauses. On n'en voit jamais le bout. On n'en voit jamais le bout. Et en même temps, je crois que c'est un temps qui a été très important pour moi pour passer à autre chose. Et une fois de plus, pour pouvoir engager, j'allais dire après, j'avais commencé l'association pour aider les enfants atteints de cancer. Et ça a été vraiment cette fois-ci mon engagement parce que j'ai emmené des enfants au pôle Nord qui sont venus me chercher, qui avaient eu un cancer. C'est pour leur montrer qu'il y a une vie après le cancer. Et je crois que mon message maintenant, c'est ça. Il y a une vie après l'Everest qui sera différente. Ma vie n'est plus comme avant, c'est évident. Après un cancer, et je pense qu'on pourra en reparler avec Julie tout à l'heure, ça ne sera plus jamais comme avant. Mais il faut vivre avec, fière, libre, légère, et surtout le transformer et en faire quelque chose. Alors, on en discutera tout à l'heure avec Anita qui est sur ce plateau parce qu'elle voudrait bien faire l'Everest bientôt. Elle nous parlera de ses autres exploits dans quelques instants. Mais on va venir à vous, Zaya Ziwani. Vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille, vous habitez Pantin en Seine-Saint-Denis. Vous menez les hommes à la baguette parce que vous êtes chef d'orchestre. Je suis chef d'orchestre et je ne mène pas que les hommes à la baguette, les hommes et les femmes, parce que j'y tiens beaucoup à cette mixité justement dans l'orchestre et dans tous les projets que je porte par ailleurs. Alors, il y a très peu de femmes chefs d'orchestre. C'est vrai que par tradition, c'est plutôt un métier comme l'univers de l'orchestre, d'ailleurs, qui est un univers assez masculin. Et de fait, on est très loin de la parité dans la constitution des orchestres, même si les femmes prennent de plus en plus de place. Voilà, même, exactement. Et en effet, à la tête des orchestres, on a plutôt l'habitude de voir des figures masculines, plutôt dans une seconde partie de carrière, donc un peu plus âgée. Maintenant, il commence à y avoir plus de jeunes, un peu plus de femmes, mais ça reste encore des univers un peu difficiles à... Revenons justement à la jeune Zaya qui vit en Seine-Saint-Denis et qui tout d'un coup se dit hop, un coup de baguette magique, je veux être chef d'orchestre. Comment ça se passe dans une banlieue comme là-bas ? Ça se passe, en fait, c'est pas une histoire de territoire, c'est, je pense, une histoire aussi d'éducation. Enfin, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où mes parents m'ont très tôt ouvert justement aux arts d'une façon générale, à la musique. Du coup, c'est vrai que cette transmission, pour moi, c'était quelque chose d'assez évident. Vous êtes où, là ? Et là, on est à l'époque, on habitait à Paris. Perso, il y a 2 bébés. Et oui, parce que j'ai une sœur jumelle, Fetouma, qui est violoncelliste, avec qui je partage beaucoup de belles choses, tant personnellement que professionnellement. Et vous la dirigez ? Et du coup, oui, quand elle est dans l'orchestre, mais on fait beaucoup de projets aussi. Puis elle m'a surtout aidé aussi à créer l'orchestre Divertimento que je dirige actuellement. Donc on fait beaucoup de choses ensemble, tout à fait. Et du coup, ça a été une histoire de famille, cette musique qu'on a partagée ensemble. Donc comme mes parents n'étaient pas musiciens, ça a été quelque chose en fait d'assez presque naturel, d'assez évident de me dire tiens, je vais me projeter dans la musique. D'abord, j'ai commencé à faire de la guitare classique, j'aimais beaucoup cet instrument, mais j'étais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir jouer dans un orchestre, puisqu'à la maison, on écoutait beaucoup de symphonies, de Mozart, de Beethoven, donc j'avais envie de jouer ce répertoire. J'ai pratiqué un autre instrument qui est l'alto. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée au centre de l'orchestre, puisque c'est la place qui est destinée à cet instrument, et vraiment au milieu de cet univers que j'ai découvert, au milieu des instruments, et surtout devant le chef d'orchestre. Et c'est ce qui m'a fascinée. J'ai eu envie de comprendre ce que c'était le chef d'orchestre. Vous n'étiez pas au ministère de la Culture sur la photo, là? Si, j'ai l'impression que j'étais là aussi. Si, c'est vrai. Revoyons la photo. Où est Roselyne? Non, je ne suis pas là, mais j'assistais à cette remise de décoration. Voilà. C'est ça, tout à fait. Comment vous avez fait pour pénétrer ce milieu très, très masculin, avec les plus grands chefs d'orchestre qu'on connaît? Comment vous avez fait? Vous avez dû vous battre, vous avez dû faire 1000 fois plus vos preuves. À quel moment vous vous êtes dit, j'y vais, je fonce et rien ne m'arrêtera?
En fait, oui, ça a un peu été le maître mot de mon parcours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve face à des situations où pour être chef d'orchestre, il faut avoir un orchestre, il faut diriger. Voilà. Donc du coup, un chef d'orchestre qui n'a pas d'orchestre, c'est pas un chef d'orchestre. Donc moi, je me suis retrouvée face à cette situation et je me suis dit, il n'est pas question que ça soit d'autres personnes qui décident à ma place si oui ou non je veux réaliser ce rêve, cette ambition. Vous avez eu des bâtons dans les roues? Comment ça s'est passé? Après, Parce que là, vous nous parlez toutes de choses. Oui. On a l'impression de se dire, finalement, pourquoi il y a une journée des femmes? Finalement, c'est facile. Allez hop, on fait un vrai. Ces femmes, Aveline, elles sont toutes exceptionnelles parce qu'elles sont dans des choses extrêmement difficiles où les difficultés qu'on a dans la vie ordinaire, elles les ont multipliées par 1000. Parce que c'est déjà très difficile pour des hommes. Alors on imagine ce que c'est pour nous, les femmes, que d'arriver à faire de l'alpinisme, du parachutisme, de la chefferie d'orchestre. C'est terrible. Mais justement, c'est important. C'est le déclic de se dire, waouh. Il va falloir que j'en ai dans le pantalon, si je puis dire. N'employez pas des images masculines qui sont véritablement sexistes et insupportables. Elles n'en ont pas dans le pantalon, elles en ont dans la tête. Voilà. Vous ne m'avez pas laissé finir ma phrase. C'est ce que je voulais dire, mais vous ne m'avez pas laissé finir ma phrase. Moi, je réagis au quart de tour. Je sais, je vous connais pas. Quand on dit d'une femme, alors ce qui m'horripile, on m'a dit souvent ça dans ma carrière, on me dit « Ah oui, t'as des couilles ». Non, non, j'en ai pas. Vous m'avez pas laissé finir ma phrase, mais elle est bonne, votre réponse. Justement parce que c'est ce qu'on dit des femmes quand elles veulent aller faire un métier d'homme. Comment vous avez eu le déclic pour vous dire « Moi, je m'en fiche, que je sois une femme, un homme, j'y vais ». Et passer les barrages. Oui. C'est ça que je voulais dire, Rosine. Vous me l'accordez? Très bien. Merci, maître. Mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup dissuadée parce qu'à un moment donné, moi en tant que femme, et c'est peut-être aussi ces difficultés que j'ai rencontrées qui m'ont aussi amenée à réfléchir différemment sur comment j'avais envie d'être chef d'orchestre maintenant au XXIe siècle. Je suis une jeune femme, j'ai grandi en effet dans un milieu populaire, j'ai une double culture. Donc tout Votre père est kabyle? Tout à fait, mes parents sont d'Algérie, tout à fait. Mais pour pouvoir créer sa propre ligne artistique, ses propres projets, il faut avoir la main sur un projet. Et quand on est chef d'orchestre, soit on est directeur musical d'un orchestre et on peut avoir cette opportunité-là, soit si on n'est que chef d'orchestre invité, c'est plus compliqué. Il faut savoir qu'en France, il n'y a aucune femme à l'heure actuelle qui dirige d'orchestres nationaux en France. Donc à un moment donné, je me suis dit, je veux me créer ma propre opportunité et être maître de mon projet. Et donc j'ai créé l'Orchestre Symphonique Divertimento qui, dans quelques mois, va fêter ses 20 ans maintenant. Et on va voir une vidéo justement de votre orchestre que vous avez créé. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ça n'existe pas. Je propose de regarder une vidéo de vous. Passer à Fanny Ray, vous avez 35 ans, vous avez 2 enfants, vous vivez en couple, vous habitez Saint-Rémy-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône et vous êtes là, chef étoilé. C'est une émission de télé-réalité qui vous a permis d'atteindre un milieu qui paradoxalement, alors vous allez me reprendre Roselyne, paradoxalement on met les femmes à la cuisine, ancestralement, mais il n'y a pas de chef femme, il y en a très peu et vous êtes donc 15 étoilés seulement. C'est donc extrêmement rare. On ne comprend pas pourquoi. J'ai une amie qui est une restauratrice et qui un jour, quand elle a eu sa première étoile, m'a dit « Avant, j'étais une cuisinière et maintenant, je suis un cuisinier. » Alors, en 2011, vous faites Top Chef? Alors oui, j'ai été finaliste de Top Chef en 2011. C'est une aventure formidable. C'est vrai que c'est un réel pied à l'étrier. Ça m'a beaucoup aidée, ça m'a fait grandir aussi, ça m'a fait rencontrer des gens. Rencontres professionnelles de grands chefs aujourd'hui qui me soutiennent et qui m'ont confortée dans mon choix. Mais qu'est-ce qui s'est passé après l'émission? Alors juste après l'émission... Vous avez ouvert une auberge? Voilà. Mon objectif à moi, c'était de m'installer. Je voulais faire ma cuisine. J'avais plein d'idées. Je voulais me lancer. C'était vraiment une soif de faire ce qu'on aime, ce qu'on veut faire. Donc on avait déjà visité l'auberge, c'était un réel coup de cœur.
Et C'est puis, quoi sur cette photo? c'est Jonathan, mon compagnon, qui m'a aidé à ouvrir cette auberge depuis 4 ans déjà. Donc cette auberge, un jour, il y a un petit bonhomme du guide Michelin qui arrive, hein, qui se dit « Oh, c'est pas mal, si on lui mettait un petit macaron ». Alors, comment ça se passe? Vous l'aviez reconnu, le type qui est venu? Alors, il y a des visites, effectivement, 2 à 3 fois par an, où ils viennent juger. Ils ne se présentent pas, on ne sait pas qui c'est toujours une surprise. Ils peuvent être tout seuls, ils peuvent être accompagnés, on ne sait pas. Et ils ne se présentent pas non plus à la fin du repas, sauf le premier, pour lancer la danse. Voilà. Alors, on doit avoir particulièrement la trouille parce qu'on sait qu'on est observé. Et puis un jour, vous décrochez l'étoile. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Cette étoile, elle nous a apporté beaucoup de choses parce que c'est une récompense aussi, c'est une récompense de chef. Ça fait partie de l'ADN d'un cuisinier. On a les étoiles qui brillent dans les yeux depuis le début. Mais c'est lourd à porter pour beaucoup de cuisiniers. Est-ce que c'est encore plus lourd à porter pour des chefs femmes? Alors, certains renoncent d'ailleurs à leurs étoiles. Alors certains renoncent à leurs étoiles, c'est vrai que c'est... Est-ce que vous avez plus, en tant que femme, la pression qu'un homme? Non, pas aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai eu de la chance. J'ai toujours rencontré des chefs intelligents qui m'ont confortée dans mon choix, qui m'ont encouragée. Donc il y a pas. Comment vous expliquez? Pardon de vous couper. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Comment vous imaginez que traditionnellement, malheureusement, les femmes font la cuisine et pourquoi il y a si peu de chefs? Pourquoi c'est un milieu très fermé, un cercle très masculin? Pourquoi les femmes n'osent pas y aller? Les femmes, qu'est-ce qui se passe? C'est un métier physique, il faut avoir de la... Oui, enfin, quand on fait du free, machin truc, oui, c'est physique aussi. Hein. Les vrais aussi, c'est physique. Free fly. Free fly, merci Roselyne. Il faut être combatif. Je pense qu'il faut être combatif. Et les femmes sont combatives. Oui, cuisinier, c'est le soir, le week-end, les vacances. C'est pouvoir donner du bonheur aux gens. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille pendant que les autres s'amusent en général. Eh oui. Et à la naissance de mon garçon, qui a aujourd'hui 13 ans, depuis sa naissance, aujourd'hui j'ai une fille qui va avoir 8 ans, on m'a toujours aidée à s'occuper d'eux, à leur donner tout l'amour que moi, je n'ai pas pu donner. Et c'est vrai que si je n'avais pas eu cette présence, ça aurait été très compliqué pour moi. Je n'aurais pas pu continuer ou je me serais orientée différemment et j'ai pu faire ce que j'aime jusqu'au bout. Roselyne, qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui, justement, voudraient bien consacrer aussi leur carrière? Vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai été interviewée par une journaliste que je ne citerai pas l'autre fois. Elle me dit, vous êtes journaliste, vous avez eu des hauts, des bas, et vous êtes aussi et surtout une maman. Et là, je l'ai reprise et je lui ai dit non. Je ne suis pas aussi une maman, je suis une maman. Non, mais ne vous laissez pas empêcher. Si votre choix, c'est d'avoir des enfants, très bien. Si votre choix, c'est de ne pas en avoir et de privilégier votre carrière, votre sport ou ce que vous avez envie de faire, ne vous laissez pas impressionner. J'ai toujours été stupéfaite dans la politique. La première question, c'était « Mais alors, comment conciliez-vous vie familiale et vie professionnelle ?» Vous entendez cette question posée aux hommes politiques? C'est ce que j'ai répondu à la journaliste. On aurait intérêt d'ailleurs à tous ces candidats à la présidentielle de leur demander... Elle est collée au biberon. Monsieur Hamon, mais au fait, monsieur Mélenchon, et alors vous avez bien élevé vos enfants? Et donc, c'est vrai que je parle surtout des petits-enfants, des bébés. On ne pose jamais cette question culpabilisante. Donc, les femmes, elles mènent leur carrière. Et puis, si elles ont choisi d'avoir des enfants et parce qu'elles ont un entourage, comme vous l'avez eu, qui ont permis de compenser une absence, parce que c'est vrai, vous travaillez au moment de midi et toute la journée, et surtout le soir. Pour le soir, pour le soir, c'est ça qui est le plus pénible. Ma foi, très bien. Et si vous aviez décidé de ne pas avoir d'enfants, ben voilà, très bien. Et toc. Et toc. On va passer à Anita Fatis. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous habitez Thionville, en Moselle. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous avez une sclérose en plaques qui vous a cloué dans un fauteuil. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes... Eh bien, je viens tout récemment de mettre un terme à ma carrière de sportive de haut niveau, puisque j'ai 8 ans de haut niveau en tant que nageuse paralympique. Alors, on va vous voir nager, justement. Là, cette photo est toute récente, puisque c'était les championnats d'Europe à Madère en mai dernier.
Donc, Vous où avez j'ai 15 fait, titres de championne championne de France, 7 médailles de championnat du monde, 2 médailles d'Europe, finaliste au JO de Rio. Et on va vous voir nager. Donc là, c'est un départ, c'est aux Jeux paralympiques de Rio. Hein. Donc là, on part sur le 200 mètres libre, je crois. Alors, on va revenir sur votre parcours parce qu'il est important pour comprendre. Vous avez donc une sclérose en plaques en 89, vous avez été cloué dans un fauteuil en 2006, vous avez fait une dépression et à un moment, il y a eu un déclic. C'est votre mari qui vous a poussé, qui vous dit là maintenant, c'est plus possible. Oui, donc je lui dois la vie. Hein. Je dis toujours, il m'a sauvé la vie en fait parce que j'étais vraiment dans le fond du trou, vraiment dans le fond du trou. Je veux dire, ça fait... J'avais cette maladie depuis longtemps déjà et je me disais toujours, excusez-moi du terme, mais jamais je mettrais mon cul dans un fauteuil, quoi. Et puis le jour malheureusement est arrivé, la maladie elle a progressé et voilà, et donc tout s'est effondré. Et donc mon mari pendant 1 an il a été patient, à me parler, à vouloir me sortir, à faire un tas de choses et moi c'était toujours dans le refus. Et un jour il est rentré du travail et puis il me dit, écoute-moi bien, il me dit, soit tu bouges ton cul ou je me barre. Et il est reparti. Et là, je suis restée. Je me suis dit, mais si lui, il s'en va. Voilà, quoi, c'est fini. Je suis déjà dans le fond du trou, mais là, c'est la mort assurée. Et en fait, il est revenu 2 heures plus tard. Et puis, je lui ai dit, écoute, je veux bien aller à la piscine, comme il m'avait proposé plusieurs fois d'aller à la piscine. Vous aimiez nager avant ? Oui, je nageais avant pour m'entretenir. Voilà. Et donc, on est allés à la piscine tous les deux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à la piscine avec vos jambes qui C'était très dur. Déjà, donc j'arrive au bord du bassin avec le fauteuil. Donc il me porte, il me met au bord de l'eau. J'ai les jambes dans l'eau. Puis j'ose pas aller dans l'eau. Mes jambes, elles sont tellement lourdes. Je me dis quand je vais rentrer dans l'eau, ça va me plomber dans le fond, quoi. Je vais noyer. Et puis à force de me dire, allez, vas-y, mais ça a duré 10-15 minutes, quoi. Hein. Puis je dis, bon, allez, j'y vais. Hop, hop. Et puis là, j'ai nagé un petit peu, excusez-moi, comme la mamie, quoi. En brasse, comme ça, la tête hors de l'eau, et je faisais aller les bras très rapidement pour avancer. Et puis je me suis rendu compte que, voilà, j'avançais dans l'eau. Et puis du coup, je suis retournée. Et puis il y a un entraîneur qui me voyait péniblement venir essayer de nager. Puis il me dit, écoute, si tu veux, je te donne un coup de main, je te donne des bonnes techniques et tout ça pour pouvoir t'apprendre à nager uniquement avec la force des bras. Donc évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Donc ça vous sauve la vie, ça sauve votre mariage. Ouais. Et puis à quel moment vous imaginiez devenir un jour une championne de France, du monde, d'Europe, de natation Absolument pas. En fait, là, je prenais plaisir à nager. C'est double exploit, quoi. Comment ? C'est double exploit puisque vous n'étiez pas une nageuse performante avant. Tout à fait, voilà. Et là, en fait, je suis comme tout le monde. Je suis plus handicapée. Dans l'eau, je suis une nageuse valide. Je vais dire, ok, je fais pas les jambes, mais ça se voit pas dans l'eau. Donc, puis je prends un malin plaisir de doubler les jambes. C'était extraordinaire. Et puis donc là, un jour, je rencontre une personne qui me dit, mais tu sais, tu pourrais faire de la natation en handisport. Il existe de la compétition, des choses comme ça. Et là, encore une fois, c'est mon mari qui me dit, écoute, essaye, vas-y. Parce que bon, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis très jeune. Voilà. Et puis, je dis, ouais, ok. Donc, j'essaye. Première compétition, je crame tout le monde, je gagne. Donc, alors voilà. Anita, en combien de temps, après ce premier contact avec l'eau, en combien de temps vous en arrivez là où vous êtes ? Ça a pris moins d'1 an. C'est tout ? Moins d'un an. Moins d'1 an. On va s'y mettre. Alors, Roselyne. Je crains de ne pas avoir les capacités d'Anita. Mais bon, il faut savoir que... Combien d'heures par semaine pour arriver au... Parce que j'allais en venir moins d'1 an, mais il faut savoir que en fait, c'était mon quotidien. Et donc, en 1 an, je suis devenue une nageuse, quoi. C'est jouissif d'arriver la première ? Ah écoutez, là c'est yes. Ça calme. Je sors de l'eau, je dis à mon mari, j'ai gagné. Mais voilà, c'est vraiment l'excitation et tout. Et puis voilà, et c'est comme monter l'Everest, c'est comme faire un saut en parachute ou un chef d'orchestre ou à la cuisine. Demain, on va encore faire mieux. On va aller encore plus loin. Alors demain, vous faites encore mieux puisque vous avez un autre projet. Et ça va intéresser Christine. Vous avez le projet de gravir l'Everest. Ouais. Donc voilà, j'ai mis un terme à ma carrière en septembre de nageuse de haut niveau. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ?
Et donc, je disais toujours à mon mari, un jour, je ferai l'Everest, sans y croire vraiment, mais voilà, c'est... Et puis là, j'ai commencé à pianoter sur Internet et tout ça, et puis je me suis dit, l'Everest, ça serait vraiment pas mal, quoi. Mais bon, en fauteuil, je contacte des agences, voilà. Alors évidemment, ils me disent, oui, vous pouvez faire un trek. Et puis quand je leur dis, mais bon, en fait, je suis en fauteuil. Ah non, là, c'est pas possible. Voilà. Et puis donc, je tombe aussi sur un site Internet. Donc je pense, Evelyne, que vous le connaissez. Donc c'est Michel Vézy, donc, qui est guide de haute montagne. Depuis 1981, il va donc au Népal. Et il a fait 2 expéditions où il a emmené donc, à l'Himalaya et puis à l'Annapurna des personnes en situation de handicap. Donc évidemment... Donc c'est faisable. Voilà. Et donc en octobre 2018, nous allons faire une ascension vers... ça s'appelle... excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. C'est le Manastou. Manastou. Voilà, le Manastou. Voilà. Donc évidemment, le Manastou, c'est à 8150 mètres, je crois. Donc en fauteuil, c'est pas possible. Mais par contre, nous allons essayer de s'approcher des 6000 mètres. Eh bien, on en reparlera et on espère que là aussi vous allez réussir et je n'en doute pas. Et puisque vous avez réussi à vivre avec tout ça et vous dépasser, votre voisine justement a aussi réussi à vivre et redonner le sourire aux femmes qui ont le cancer du sein. Julie, c'est votre cas, vous avez 29 ans, vous avez eu un cancer du sein à quel âge? À 27 ans. À 27 ans. Il y a 2 ans, tout pile, là, on me diagnostiquait un cancer du sein de grade 3. J'ai eu 24 chimiothérapies, 2 opérations, 40 rayons. Et là, je prends pour 10 ans d'hormonothérapie. Et là, vous êtes en... Je suis en rémission. En rémission. Je précise qu'une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. Pourquoi est-ce que vous donnez redonner le sourire aux femmes qui sont atteintes de ce cancer? Parce qu'en fait... vous avez inventé ça. Voilà, enfin, je n'ai pas inventé, attention, je vais vous expliquer surtout. En fait, pendant mon parcours, j'ai eu envie de leur montrer qu'on pouvait décider de vivre autrement l'image que nous donnait ce cancer. C'est-à-dire la perte des cheveux, la perte des cils et des sourcils. Là, on voit bien sur le triptyque, voilà, ça s'est pris à 2 minutes d'intervalle, les photos, comment je suis démaquillée et sans mes artifices, après maquillée et après avec mon turban. Là, c'est dans l'immédiateté. Hein. Ah oui, c'est à 2 minutes le temps de me maquiller et de mettre mon turban. Alors sur la 3e photo, il y a quoi en fait? Comment vous réussissez à avoir ces cils qui tombent effectivement? Alors en fait, ces sourcils, voilà, ces cheveux. Exactement, donc les cils tombent, donc moi je me fais un trait d'eyeliner pour faire comme s'il y a des cils. Donc ça ne se remarque pas de face, mais de profil, oui, on va remarquer qu'il n'y a pas de cils. Au niveau des sourcils, il y a différentes solutions. Il peut y avoir du tatouage dermographique ou alors on se redessine tous les jours les sourcils. Et après, au niveau des cheveux, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Moi, quand je suis tombée malade, j'avais les cheveux très longs. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup préoccupée, cette chute des cheveux. Je pense comme peut-être 99% des femmes qui apprennent qu'ils ont un cancer, c'est mon Dieu, je vais perdre mes cheveux. Et du coup, y a la perruque. Et la perruque... Pas toujours jolie. C'est juste que moi, je ne me sentais pas à l'aise avec, parce que je ne me reconnaissais pas avec. J'avais l'impression que tout le monde remarquait que j'avais une perruque, ça me grattait, ça tenait chaud, ça allait pas. Et puis ça coûte très 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 cher. C'est très peu remboursé. Donc la maladie, ça coûte cher parce qu'on n'a pas les mêmes revenus et que ça, pour moi, c'est pas un artifice d'avoir une perruque. Et puis bon, c'est très peu remboursé. Donc quand j'ai perdu mes cheveux, je ne sais pas d'où ça m'est venu cette idée. J'ai commencé au départ à nouer des turbans. Et alors je me mettais devant ma glace parce que moi aussi j'avais du temps. Je passais des heures à faire des nœuds et des nœuds et des nœuds. Et un jour, j'ai eu l'idée en fait de glisser une frange sous mon turban. Parce que quand j'avais des cheveux, j'étais une contrariée de la frange. Je n'osais pas la couper. Du coup, j'avais des fausses franges dans mes affaires. Donc un jour, j'ai eu l'idée de glisser cette frange sous mon turban. Et là, je me suis dit, waouh, ça rend vachement bien comme ça. Parce que du coup, c'est vrai, quand on met un turban et qu'il n'y a pas de cheveux qui dépassent,
on se pose la question, il y a une petite connotation qui se fait. Mais alors là, pour le coup, avec la fausse frange, les gens qui ne me connaissaient pas et qui ne savaient pas que j'étais malade, ils ne le remarquaient pas du tout. Donc du coup, au départ, j'ai voulu partager en fait cette astuce sur un blog. Le blog, il a eu beaucoup de succès très vite. Et donc en fait... Belle. Merci. Mais là, sur cette photo, c'est vraiment à la toute fin de mes traitements. Donc j'ai vraiment plus de cheveux, plus de cils et plus de sourcils. Et bon, on voit que voilà, on peut décider de l'image qu'on va renvoyer et j'en suis la preuve. Et donc, j'ai partagé ces astuces sur ce blog et ensuite, j'ai matérialisé ce blog en vrai et j'ai créé des ateliers pour apprendre aux dames à nouer les turbans. Donc, j'ai répertorié 7 nouages, parce que les nouages, ça existe depuis la nuit des temps. J'ai répertorié 7 nouages, donc j'explique dans mes ateliers, voilà, ils sont là. J'explique dans mes ateliers que le nouage, ça a un effet thérapeutique parce que quand on noue un turban, on retrouve la sensation de se coiffer. Et de cette façon, on souffre un peu moins de la perte de ses cheveux. Moi, comme ça, c'est vrai que mes cheveux longs, je les ai vite oubliés parce que j'avais l'impression de me faire un chignon tous les jours et je me coiffais différemment tous les jours. Et après, j'avais différentes franges de toutes les couleurs et en fonction de mon humeur, j'étais soit blonde, soit brune, soit rousse. Ma mère, maintenant, m'appelle John Doe. Voilà. C'est vrai qu'une frange, c'est bien plus accessible en termes de prix qu'une perruque. Donc du coup, ça m'a permis de pouvoir acquérir toutes les couleurs que je voulais. Je regrette de ne pas avoir trouvé de rose, de bleu et de vert. Ne vous inquiétez pas, on a tout à C'est mon choix, vous trouvez ça. Non mais ça, c'est la suite du projet. Donc en fait, voilà, une fois que j'ai matérialisé ces ateliers, donc j'ai eu une marque qui m'a fait un don de 250 turbans pour que je puisse tenir les ateliers. La Ligue contre le cancer dans les Alpes-Maritimes me prête une fois par mois un local pour que je puisse recevoir toutes ces femmes et leur montrer comment nouer des turbans et leur montrer les accessoires qui existent et leur dire voilà, il y a des alternatives à la perruque. Et derrière ça, aujourd'hui, je crée donc les frangines parce que j'ai inventé un système pour que les franges tiennent sur les têtes sans cheveux. Et ça, c'est en cours de production. Exactement. Et vous allez, je suppose, redonner effectivement le sourire à toutes ces femmes qui ont besoin de retrouver la féminité, de se regarder encore dans le miroir. Et on vous en remercie. Roselyne, un mot de conclusion sur le témoignage que vous avez entendu de nos femmes exceptionnelles. Christine veut dire quelque chose. Je voulais juste une seconde intervenir sur Julie et les 2 projets de Julie et d'Anita qui sont vraiment des messages de résilience. Dire qu'après, effectivement, une épreuve, que ce soit une sclérose en plaques ou un cancer, il peut vraiment y avoir de la vie, il peut y avoir des vrais projets. Et je trouve que le projet d'Anita de vouloir réaliser son Everest, c'est énorme. C'est-à-dire que tous les Everest sont possibles. C'est un peu aussi le message que je fais avec les femmes, maintenant aussi que j'accompagne, et les enfants. C'est qu'après un cancer, après des épreuves, il y a vraiment une vie après. Et qu'il faut le transformer, il faut l'accepter. Il y a le message du deuil aussi à faire. Et qu'après, je crois qu'on peut le transformer et faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait. Je crois que Julie, peut-être, est même plus heureuse maintenant, peut-être qu'avant, en tant que juriste. Alors, je suis désolée, mais Roselyne, un mot de conclusion. Vous avez entendu ces témoignages. Si la journée aujourd'hui des droits des femmes, une journée par an, quel est le message que vous voudriez faire passer? Quelque chose de choc comme vous nous le faites à chaque fois. Vous allez rencontrer dans votre vie les empêcheurs, les emmerdeurs, les embrouilleurs. Ça, vous les laissez tomber. Vous menez votre chemin sans vous soucier de tous les gens qui vont vous contraindre. On a des droits, il faut les prendre. Merci Roselyne Bachelot. Merci à toutes nos invités d'être venues. Je rappelle le livre de Roselyne Bachelot qui est formidable, bien dans mon âge. C'est naturellement à la sauce Bachelot et c'est formidable. Merci Roselyne, sauvez-vous, je sais que vous êtes pressée. Merci à toutes nos invités d'avoir été avec nous. Merci et très bonne journée sur Chérie 25. À très bientôt. Et vive les femmes!